In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, je suis très content, j'en parlais un tout petit peu avec mon invité que vous connaissez, hein, qui est déjà venu sur la chaîne, mais vous le connaissez pas parce qu'il est déjà venu sur la chaîne, parce que c'est quelqu'un d'assez important dans son registre. On va parler d'un film, de deux films, surtout un, que j'ai découvert grâce à Spectrum Film, que je ne connaissais absolument pas. Je préfère être extrêmement transparent. Donc, j'ai découvert. Et les films, c'est très simple. Legend of the Sacred Stone et Demigod, The Legend Begins. Les deux films ont été réalisés par Chris Wang, l'un en 2000, l'autre en 2022, si je ne me trompe pas. Je montre. C'est ça. Voilà. Et on en reparlera après de la particularité. C'est un coffret extraordinaire édité chez Spectrum. D'ailleurs, je remercie Spectrum pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et parmi les nombreux bonus, il y a quelqu'un que je connaissais parce qu'il était déjà venu sur la chaîne, Paul Gossem, pour nous parler d'un livre avec Guillaume Lopez. Je le rappelle, c'est celui-ci, Okuto no Ken. Moi, je me rappelle très bien, j'avais commencé l'émission en disant Ken le survivant parce que je suis très profane. Dans les arcanes de Hokuto no Ken, c'est édité chez Ferd Édition avec Guillaume Lopez. Le livre est encore disponible, l'émission est toujours disponible sur la chaîne. Et Paul Gossem donc, avait écrit ce bouquin avec Guillaume. Et donc, quelques mois après, il revient pour nous parler donc, de ces deux films. Je suis vraiment très content. Il y a plein de choses à dire. Mais d'abord, comment vas-tu? Eh ben, écoute, Samir, bonjour. Ça va très bien. Enchanté d'être en ta compagnie ce soir pour parler de ces deux films-là qui sont chers à mon cœur. Ah bah voilà, bah écoute, alors on va commencer par une première question qui était absolument pas prévue du tout, mais bon, chez Microciné, on prévoit rien. Quand quelqu'un comme moi te dit, ce qu'il vient de te dire, à savoir profane, je ne connaissais pas ces films-là, je ne connaissais pas ce cinéaste-là, moi ça m'intéresserait aussi de savoir toi, de là où tu te poses par rapport, en tant que spécialiste des cinémas d'Asie, Ouais. est-ce que c'est quelque chose que tu entends par rapport à Chris Wang, par rapport à ces 2 films? Bah, déjà, il faut savoir, tout à fait, c'est complètement et c'est tout à fait normal. Déjà, il faut savoir qu'on remercie encore Spectrum parce que cette édition, c'est une première en France, hein. Les productions Pili. Alors, c'est un studio, Pili, c'est le studio qui a produit les films qui sont dans ce coffret-là, donc Legend of Sacred Stone et Demigod. Et ben, c'est la première fois qu'on a des productions de Pili éditées en physique, qui sortent au cinéma hors festival, enfin qui sortent au cinéma, qui sont sortis un peu au cinéma ces derniers temps avec Demigod, qui a eu quelques passages au cinéma lors de festivals. Je pense notamment à Neuchâtel. On l'avait vu, il me semble qu'on l'avait, je l'ai vu au PIF, il me semble. Ouais, c'est au Oui. PIF que j'ai vu, exactement. Donc il a eu, voilà, ça commence à sortir de long, mais c'est quelque chose de très très peu connu. Qui tournait un petit peu vraiment dans un cercle très restreint d'amateurs de films de kung-fu, de films hongkongais. Moi, le Legend of Sacred Stone, je l'ai découvert il y a une dizaine d'années. D'ailleurs, on avait une version en japonais. Moi, j'avais une version en japonais. J'avais pas le doublage original, qui durait moins longtemps, parce qu'il y a deux versions. Il y a une version japonaise de 98 minutes et il y a une version de 120 minutes taïwanaise. Et donc, j'ai redécouvert après, sur le tard, la version taïwanaise. Mais voilà, c'est des choses. Et après, c'est vrai que moi, par contre, non, j'aime beaucoup le fait que personne ne connaisse, parce que bon, il y a des choses que personne ne connaît, et puis on les montre, et puis les gens sont pas forcément enthousiastes. Là, c'est quand même très rare. Alors, on peut trouver à redire sur plein de choses, mais c'est quand même très rare que les gens ne réagissent pas face à ce film d'une manière ou d'une autre, à ces films-là, parce que c'est quand même des choses assez inédites qu'on a très, très peu l'occasion de voir, parce que c'est des films de marionnettes. Et, Eh euh, oui, et ça donc, fait une bonne com. moi, j'aime ça, moi, quand quelqu'un me dit ah non, je connais pas du tout, et que je sais qu'à peu près ce qu'il aime et quelle va être sa réaction, non, c'est un plaisir. Et puis c'est bien qu'on puisse découvrir ces choses-là. Ça serait bien que ce soit encore plus le cas, mais voilà, alors, juste rapidement, hein, il y en a peut-être qui suivent un peu plus l'animation japonaise et les plateformes d'animation japonaise. Il y a une série qui est disponible chez Crunchyroll qui s'appelle Thunderbolt Fantasy, Mhm. qui est une coproduction Japon, nippon et taïwanaise, et donc qui est un peu dans le même concept, c'est-à-dire c'est des wuxiapian, donc des films de sabre chinois avec des marionnettes. Voilà. Donc
y a quelques personnes qui connaissent, mais bon, c'est encore en quelque chose de beaucoup de niche qui, à mon avis, restera de niche hein, de toute façon. Donc, c'est normal qu'on ne connaisse pas forcément. Et c'est avec confidence quand j'ai reçu le coffret, via Spectrum, je dois être un peu transparent, sinon ça va pas le faire. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Et les premières minutes, mais comme je suis quelqu'un d'un peu spécial, donc je suis cinéphile, je me suis dit: «Bon, pourquoi pas? Allez, on va y aller, on va suivre ça» et j'ai trouvé ça fascinant. J'ai pas mal de questions à te poser aussi, bien évidemment, sur tout ça. Mais j'aimerais comprendre d'abord, toi, tu nous as un tout petit peu tu esquissé comme ça, ton expérience face à ce film, mais j'aimerais en savoir davantage. Quand tu vois ce film, comment ça se passe? Comment tu en sors de ce film-là? Est-ce que tu connaissais un petit peu aussi, le cinéaste, l'ambiance ou le studio aussi? Déjà, ne serait-ce que en espèce d'entrée en la matière, comment ça s'est passé? Alors, mon entrée en la matière avec le monde de Chris Wong et de Pili, hein, parce qu'en fait, il faut plus parler de Pili en tant que studio que juste de Ouais. Chris Wong. C'est vraiment un travail d'équipe et un travail de famille. D'ailleurs, c'est la famille Wang. On expliquera un petit peu les racines de tout ça après. Mais moi, je suis rentré dedans avec Legend of Sacred Stone. Je savais à quoi m'en tenir parce qu'on m'avait dit, voilà, on m'avait refilé ça en disant, faut que tu absolument que tu vois ce truc-là. Moi, j'étais déjà à fond dans le cinéma asiatique, les films hongkongais, les wuxia-pian, c'est, je pense, mon genre de prédilection. Et en plus de ça, j'adore les films avec des marionnettes. Moi, je suis un grand fan de Jim Henson, de Dark Crystal. J'adore D'accord. Birds. Donc, j'adore Bomber X. Enfin, voilà. Donc, moi, c'était. J'ai vu ça, j'ai sauté dessus. Je savais avant de le voir que ça allait me plaire. Et j'ai pas été déçu. Et j'en ai même compris j'ai compris des choses sur le cinéma d'arts martiaux en regardant des marionnettes le faire. Sur le montage, sur la façon de rendre la chose dynamique. Parce que la première interrogation que j'ai eue, moi, quand on m'en avait parlé, oh, attends, tu vas voir, c'est un truc avec des marionnettes qui font du kung-fu et qui se battent au sabre. Je m'attendais pas à ce dynamisme et à cette frénésie. Je pensais pas qu'on pouvait faire ça avec des marionnettes. Malgré que j'avais déjà vu des trucs de haute tenue comme, je sais pas, Dark Crystal ou des choses comme ça. Il y a quand même un truc qui est fascinant, c'est que tu nous dis que grâce à ça, tu as pu peut-être cerner deux trois choses de mise en scène par rapport au Wuxia Plan. Ça, je trouve ça assez intéressant pour le En coup. fait, alors c'est un montage très particulier, mais en fait qui se rapproche beaucoup des montages. Je parle là du cut, hein, vraiment dans Ouais, l'action, qui se rapproche énormément de ce qui se faisait à Hong Kong à la même époque. Je dirais que, en gros, c'est vraiment du Ching Siu Tung avec des marionnettes. Hein. Ching Siu Tung, c'est l'histoire de fantômes chinois, Duel to the Death. Bien sûr, on peut voir aussi un peu du Wen Wuping, du Choi Ark, des choses comme ça, mais vraiment dans le montage et dans la façon de faire ressortir le dynamisme d'un coup. Euh, comme là, on est quand même face à des objets inanimés qu'on anime difficilement, c'est pas des êtres humains, ils ont pas de jambes, enfin voilà, et donc cette alternance de plans moyens et de gros plans qui nous font, qui nous décomposent le mouvement et qui nous montrent la puissance ou la légèreté avec laquelle le coup est donné, et ben ça m'a fait comprendre par exemple comment bosser quelqu'un comme Ching Soo Tung, des choses que d'accord. j'avais pas vues quand c'est un être humain qui le faisait. Ah, d'accord, parce que là, on comprend vraiment la grammaire martiale et cinématographique de ce genre de film. Enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a fait comprendre pas mal de choses sur le montage. Alors, c'est un film que j'ai vu beaucoup de fois aussi. Hein. C'est aussi pour ça, donc j'ai pu l'analyser, j'ai pu analyser les choses un peu plus, parce qu'au début, ça va très vite. Hein. Alors, je préfère le dire pour les gens. C'est quelque chose qui va très vite. On comprend pas forcément tout au départ, surtout si on n'est pas habitué à ce genre de film et d'intrigue. Mais c'est tellement un spectacle de chaque instant que on est comme un enfant devant un guignol, quoi. Mais c'est ça, en fait, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est qu'il y a cette propension incroyable de se retrouver face à quelque chose, d'unique lié à l'enfance. Ça peut être le cirque, le burlesque, le mouvement, comment ça se travaille le mouvement et j'ai l'impression, comme tu le dis très bien Paul, c'est que, c'est comme si on comprenait finalement, les secrets, de cette dynamique que l'on a pu voir après dans les films en 2D et c'est très troublant parce que c'est quand même un film qui date de 2000. Bah, Ouais, c'est vraiment très troublant parce que là, on comp parce qu'il faut savoir que lorsque j'imagine, hein, je suppute, mais j'imagine comme toi, moi
le Wuxia-Pion ou certains films comme ceux avec Jackie Chan ou Bruce Lee, c'est l'enfance. Et à un moment, tu te dis, mais ce sont des extraterrestres, ces personnes-là. Et c'est très intéressant de voir un film comme ça parce que, en fait, ça recadre la situation et ça donne encore plus de force à tous ces films qui nous ont vus, qui nous ont construits, et on s'aperçoit que ça n'est pas que de simples films d'arts martiaux. Il y a vraiment, comme tu l'as très bien dit, une grammaire. Et ça, dans les 2 films en l'occurrence, montre aussi pour des gens comme moi qui ne sont pas forcément pleinement sensibles à ce genre de film, mais qui montrent qu'il y a une grammaire cinématographique. Ce n'est pas si évident que ça, en fait. Non, non, c'est un très gros boulot et c'est un travail d'expert, hein. Bon, alors, déjà, bon, c'est un art ancestral, hein, alors c'est un art qui est l'art de la marionnette à gaine, hein, taïwanaise. C'est quelque chose qui est né en Chine au XVIe siècle, qui est arrivé à Taïwan au XVIIe, enfin fin XVIe, début XVIIe, qui était un peu qui proposait, alors très lié à la religion et tout, donc c'est quelque chose qui se faisait dans des temples, qui débutait, qui se clôturait par des prières. Donc c'est vraiment quelque chose ancré dans la culture taïwanaise. C'est vraiment aujourd'hui une spécificité taïwanaise. Et cet art du Budeishi, ça s'appelle le Budeishi, ces personnages à gaine. Je ne sais plus du tout pourquoi j'étais en train de dire ça. Quelle était ta question? J'ai Mais dérivé. non, mais alors attends, j'en profite. Pourquoi c'est si important que ça, le Budae-Chi dans la culture taïwanaise? Alors, pour plein de choses. Alors, le Budaichi, donc déjà, c'est quelque chose qui est ancré depuis, depuis le XVIIe siècle, vraiment dans la culture taïwanaise. C'est quelque chose qui, même si est né en Chine, est devenu un art quasiment totalement taïwanais, qui est très lié à leurs croyances, et qui est quelque chose qui a été au départ vraiment le divertissement ultime avant l'apparition du cinéma, de la télé. C'est quelque chose qui fonctionnait un peu comme l'opéra de Pékin, c'est-à-dire qu'on avait des troupes de marionnettistes qui allaient de ville en ville proposer des spectacles en s'installant dans les temples. Et donc, c'est devenu un peu le symbole de la culture nationale et qui a. Alors, Taïwan a été envahi par le Japon dans les années 30 et c'est un art qui a été interdit par les Japonais. Alors, avec quelques conditions. Si on faisait le spectacle, alors ils avaient permis à certaines grosses troupes de se produire si les spectacles étaient en japonais, que les marionnettes portaient des kimonos. Et donc, c'est devenu comme un espèce de symbole de résistance nationale. Et ça l'est resté. Et c'est très important même parce que finalement, c'est un art plein de contraintes qui doit respecter plein de codes. C'est très, très codifié. Et donc, tout le défi des productions modernes telles que Legend of Sacreston ou Demigod, c'est d'allier la modernité qui fasse qu'on puisse attirer un public dans les salles, mais tout en restant dans certains codes. Par exemple, le fait que les poupées soient inexpressives, à part peut-être maintenant, ils ont réussi à mettre quelques battements de paupières ou de bouche, ça doit rester comme ça. Parce que c'est dans cette tradition. Le fait que ce soit en 3 actes, ça doit rester comme ça. Le fait qu'une seule personne fasse toutes les voix, ça doit rester comme ça. C'est une seule personne qui fait toutes les voix de tous les personnages. Et donc, voilà, il y a plein de contraintes qui font que sinon, c'est pas du Budaishi. Et alors oui, voilà, ça y est, je me souviens pourquoi je disais ça. Et pour incarner un personnage, on va dire un personnage principal, pour avoir un vrai rôle de marionnettiste dans ce genre de film, il faut 7 à 8 ans de formation. Donc c'est une école, c'est un peu, ça voit pareil, hein, c'est sur le mode de l'opéra de Pékin. C'est quelque chose qu'on apprend depuis petit, qui se transmet souvent de père en fils. Donc c'est quelque chose de très important. C'est pas anodin, c'est pas un art que l'on touche sans pincette à Taïwan. Juste une chose, est-ce que dans ton entourage, pour le coup, c'est une question un peu personnelle, mais est-ce que le fait que ça soit un film avec une utilisation de marionnettes, est-ce que ça peut rebuter certaines personnes dans ton entourage qui sont assez sensibles au cinéma d'Asie? Est-ce que c'est un élément qui peut rebuter? Rebuter, peut-être pas, mais amuser, peut-être parfois avec un truc un peu moqueur. Mais ça m'est déjà arrivé de dire à des gens, ah bah attends, faut que je te montre absolument ça. Ah tiens, encore aujourd'hui, voilà, j'étais avec un ami, parce alors, Les gens de Sacreston, je l'ai dit, va être projeté au Forum des Images le 27 novembre à Paris. Donc ceux qui seront sur Paris, c'est sûrement une des rares fois, peut-être la seule fois où il passera en salle. Je présenterai d'ailleurs
le film, je ferai une petite présentation du film là-bas. Et donc j'en parlais, et puis j'ai dit à quelqu'un, bah voilà, je présente un film au forum en novembre, si tu veux venir et tout. Il me dit, ah ouais, c'est quoi? Et puis je lui dis, c'est des marionnettes qui font du kung-fu. Ah, forcément, rigolade. Ah, d'accord. Attends. Et puis après, quand je vois les gens le voir et qui font, oh, ah ouais, c'est ça en fait. Et que là, tout d'un coup, ça devient plus sérieux. Oui. C'est un grand plaisir. Parce que c'est finalement des émotions que. Alors, le cinéma, il nous procure des tonnes d'émotions, diverses et variées selon les choses que l'on regarde. Mais je pense que cette émotion vraiment qui touche à l'enfant qui est en nous, à l'émerveillement, on a tellement vu de choses que c'est rare de voir des choses qu'on se dit vraiment, ah, mais ça, j'ai vraiment jamais vu un truc pareil. Et je pense que ces films-là sont une occasion de ressentir encore ce truc. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, tu en as un tout petit peu parlé au début de l'émission, je l'avoue, mais qui est Chris Wong? Alors, Chris Wang, c'est le chef le chef d'un studio qui s'appelle Pili, c'est un producteur, un scénariste, un marionnettiste de grand, grand, grand talent. Mais c'est aussi, on va dire, aujourd'hui, le patriarche d'une famille qui s'appelle la famille Wang, et Mmh. qui est à aller trouver la lignée, elle naît dans les racines même du Bouddhisme, c'est-à-dire qu'on avait son grand-père, à ce Chris Wang, hein, qui s'appelait Wang Haidai, qui a vécu, il a vécu plus de 100 ans, il est né en 1901, il est mort en 2007, qui était lui un des grands marionnettistes avant vraiment que la télé n'arrive. Donc c'était déjà une figure, il a été décoré d'ailleurs en 2002 avant de mourir. Voilà, c'était quelqu'un de très important, une sommité de la culture taïwanaise. Puis il a formé des élèves, dont son fils Toshio Wang, qui a connu lui, alors Toshio parce qu'il a pris un nom japonais, son nom son vrai nom taïwanais, excusez-moi pour mon accent, c'est Wang Chunxiong. Et lui, c'est donc le papa de Chris Wang, qui a été le premier à faire filmer ses spectacles à la télé. La télé taïwanaise, elle naît dans les années 60, elle naît en 62, la première chaîne taïwanaise, et en 66, elle se décide à filmer des spectacles de Budaichi, donc des spectacles de marionnettes à gaine. Mais alors au départ, caméra fixe, on filme la scène, et puis voilà, ça passe comme ça. Et puis en 70, c'est lui qui va faire la première série de ce type-là, qui s'appelle Shi Yangen, alors si comment on pourrait dire, l'épéiste confucéen de Yunzu. Voilà, si on devait traduire Shi D'accord. Yangen, l'épéiste confucéen de Yunzu, qui a presque 600 épisodes, hein, ça a été un succès énorme, c'est une institution qui était en noir et blanc, qui n'était pas du tout aussi élaborée que ce qu'on peut voir dans le coffret, qui était beaucoup plus inspiré d'ailleurs par le Shambara, que par le wuxiapian hongkongais. Et donc, ce monsieur, comme son père, va former à l'art de la marionnette ses fils. Donc, Chris Wang, qui va devenir un peu le réalisateur, et Vincent Wang, son frère, qui va être celui qui va s'occuper de faire toutes les voix. Donc, c'est quelqu'un qui a fait plus de 3000 voix dans sa carrière. Il est mort en 2022 suite à une intervention chirurgicale qui a mal tourné. Et donc, Chris Wang, c'est des gens qui sont arrivés sur les productions de leur père début 80, à peu près, et qui, eux, étaient complètement fanas de tous les films hongkongais, donc les films de la Shaw Brothers, mais aussi après Choi Ark, qui étaient très marqués par toute cette vague du début des années 80. J'ai un ami, Aurélien Croyou-Vallès, je lui pique tout le temps cette expression, il appelle ça les wuxiapian stabilo. C'est-à-dire les wuxiapian avec plein de fluo dedans. Et donc, c'était la grande époque de ça. On avait Zoo, les guerriers de la montagne magique de Choyark, on avait Buddha's Palm, on avait Holy Flame of the Martial World, Bastard Swordsman, enfin, tous ces films-là, la fin de la Shaw Brothers et puis les expériences de Choyark, qui avaient relancé un peu ce style de wuxiapian, fantasy, avec plein de rayons laser qui vont très vite, complètement frénétiques et tout ça. Et ils étaient fous de ça. Et ils ont commencé à incorporer ces choses-là dans les productions de leur père, à essayer de mettre des effets spéciaux. Alors lui aussi, là, il commençait parce que
il avait, dès les premières séries, commencé à mettre des musiques plus modernes, à se servir un peu d'éléments pyrotechniques. Donc on avait conscience qu'il fallait que ce soit un grand spectacle, hein. Mais eux, vraiment, ils ont été ceux qui ont forgé vraiment le style Pili, après, on va dire, les racines du papa. Et en 85, ils montent leur studio. Et là, va vraiment, qui va se nommer donc Pili, qui veut dire tonnerre en taïwanais. Et là, parce qu'ils font pas que des films, hein, ils font des séries tous les ans. On a Pili, c'est 85 séries depuis que ça existe, donc c'est énorme. Et comment dire, Chris Wong, c'est un peu le maître d'œuvre, on va dire le visionnaire. C'est lui qui a toujours tenu aussi à ce que ses productions soient toujours à la pointe de l'innovation. Euh, euh, c'est pour ça que, par exemple, Legend of the Sacred Stone a une couleur très Storm Riders, pour ceux qui connaissent le film d'Andrew Lowe de 98, qui a commencé à, à ramener cette 3D très balbutiante encore à l'époque, hein, cette 3D très balbutiante dans les productions hongkongaises. Mais bon, donc les films dont j'ai parlé tout à l'heure, les productions de Choi Hark, les films de Tony Liu et tout ça, il va mettre il va vraiment vouloir faire ce qu'il voyait en marionnette. C'est vraiment, voilà, avec des marionnettes, on va faire le Wuxia-Pian que j'aime. Et puis d'ailleurs, on verra qu'avec Demigod, qui sort en 2022, bah là, on est beaucoup plus dans des standards esthétiques, avec des compositions de plans très jolies, presque des estampes, qui sont très proches de ce qu'on peut trouver dans les gros blockbusters chinois d'aujourd'hui, par exemple. Donc c'est un peu Mais, lui le maître d'œuvre, le visionnaire de cette maison. mais est-ce qu'il arrive, enfin, moi je connais un petit peu la réponse, mais je me permets de la poser, c'est une question provocatrice, hein. Ah ouais. Est-ce que il arrive à se démarquer toutes ces grosses influences que tu as évoquées, le Shambhala, le Wuxia-Pian, tu n'as pas évoqué Shaw Brothers, mais parlons-en de Shaw Brothers. Est-ce qu'il arrive à se démarquer de tout ça et à nous proposer un objet, pardon pour le terme objet, mais un objet cinématographique qui finit par être unique parce que personnel? Alors, je pense que la personnalité vraiment, elle se fait par l'usage de la marionnette, puisque c'est une tradition familiale, c'est une tradition séculaire, c'est un art qu'il tient à préserver comme un art et pas comme juste Mmh. un instrument, hein. C'est vraiment, c'est toute sa vie, les marionnettes, bien que lui, au départ, il voulait être musicien, Chris Wong, il voulait pas faire il voulait pas, il voulait pas faire de marionnettes, même si c'était un très très bon marionnettiste. Il a essayé de faire de la musique, ça n'a pas marché. Donc il est parti. Et puis au départ, il avait quelque chose avec les marionnettes. Il a commencé à écrire des scénarios. Et c'est les autres qui le tannaient, puisque c'est un très très bon marionnettiste. Il a fini par céder et lui-même se mettre à manier les marionnettes. Je pense que c'est surtout ça. Non, on va pas Mmh. mentir. Pili ne renouvelle pas le genre du wuxia en tant que tel. C'est-à-dire qu'on a des intrigues vraiment standard, avec des personnages standards de ce qui fait l'âme du Wuxia-Pian, hein. Moi, je pense au film de Shoryuken, des choses comme ça, avec des intrigues de cours très alambiquées, des choses comme ça. Je pense que, ouais, non, au niveau du montage, il essaye beaucoup plus d'émuler, par exemple, quelqu'un comme Ching Soo-tung, plutôt que d'innover. Il veut faire pareil, mais avec des marionnettes. Donc, là où il y a toute son âme, c'est que c'est des marionnettes, c'est il les a construits, il les a conçus, et que il préserve en même temps ça un art familial et un art taïwanais, un art de son pays. Et je pense que c'est là que vient vraiment l'âme de Chris Wang. Mais je pense que sinon, alors ça serait peut-être qu'on pourra me contredire, hein, peut-être que certaines personnes ont vu des choses que j'ai pas vues. On peut pas, je pense qu'il veut plus s'inscrire dans la lignée de ce que peut proposer le Wuxia-Pian que d'amener du nouveau. Le nouveau qu'il amène, lui, c'est visuellement. Oui, mais il y a un moment, c'est assez beau et bizarre en même temps, c'est que, on oublie que nous sommes en phase de marionnettes et on a l'impression d'avoir des personnages, complètement enfin de on est en face d'un espèce de film en 2D et Ouais, donc je me dis qu'à un moment, il y a quand même, quelque chose de très, enfin d'assez délibéré de la part de Chris Wang et c'est là où je me pose cette question. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il ait eu cette envie, tu l'as dit, il y a quelque chose de tradition familiale, mais cette envie de, commencer par quelque chose d'une forme de marionnettisme qui renvoie au cirque, qui renvoie à la genèse de tout ça, mais progressivement,
il leur insuffle une histoire, des gestes, des mouvements qui finalement font penser que ces personnages sont bel et bien réels et c'est un film qui coule de source et c'est en cela que je trouve fascinant, ce projet. Alors ouais, alors dans ce cas-là, ouais, la question comme ça, là où donc dans ce cas-là, il y met son âme, c'est oui, pourquoi on s'attache à ces personnages, c'est qu'ils arrivent avec des personnages qui ont un visage figé et inexpressif. Parce que c'est pas des Mmh. marionnettes qui ont les yeux qui bougent, la bouche qui... Non, non, c'est des personnages, vraiment des marionnettes, quoi. Il arrive avec toute une série de techniques, de procédés à insuffler des sentiments dans ces marionnettes. Alors, je sais pas, je prends un exemple. Dans les productions Pili, souvent, quand quelqu'un est triste, il va pencher la tête comme ça vers la droite, et puis avec un effet de travelling qui recule comme ça, on va comprendre tout de suite que c'est la tristesse. Il va pendant les combats, il va réussir à presque, on a l'impression presque qui suffoquent, qui manquent de souffle parce qu'ils sont fatigués par le combat. Voilà, il a plein de choses comme ça qui fait que vraiment lui, son défi, c'est justement de mettre de l'âme là-dedans. Donc après, oui, c'est vrai, on peut se prendre et puis on est face à des personnages tout simplement que l'on suit et on oublie même que finalement c'est pas des objets animés. Alors on pourrait dire que c'est un peu la même chose dans l'animation, où finalement ce sont des dessins qu'on peut tout d'un coup suivre. Alors parce que les films sont écrits aussi de façon à ce qu'on puisse ressentir des choses, qu'on puisse s'attacher aux personnages. Alors c'est encore plus le cas si on est taïwanais, parce que nous on a pris Legend of Sacred Stone qui prend une série en cours, les Taïwanais, quand Legend of Sacred Stone sort, ils connaissent tous ces personnages-là, parce que c'est des personnages qui les accompagnent dans les séries Pili depuis presque 20 ans. Donc, Shu Jen, le héros de Legend of Sacred Stone et des Demigods d'ailleurs, c'est un personnage qui existe depuis 1985. Donc, les Taïwanais, ils connaissent tout ça. Donc, ils ont déjà eu l'habitude de suivre ces gens-là. Donc, pour eux, ça doit être encore plus fort. C'est un film finalement alors, on pourrait trouver ça dommage, moi ça me dérange pas, mais c'est un film qui à la base, c'est pour ça ils feront de Demigod plus une préquelle pour qu'on puisse comprendre les origines du héros et rentrer un peu dedans. Mais Et c'est un qui date film de qui font, 2022, hein, de ouais, ouais, Bigodes, voilà. ouais. Alors que le film de 2000, Legend of Sacred Stone, il s'adresse en fait plus à des gens qui connaissent la série au départ. Parce qu'on arrive, il y a déjà 10 personnages, on ne sait pas qui c'est, ça se tape dans tous les sens. Au début, on ne sait pas trop où on en est. Après, moi, j'ai l'habitude parce que il y a beaucoup de Wuxiapian qui fonctionnent comme ça. Souvent, ça c'est repris de romans patrimoniaux comme L'Investiture des Dieux, comme la Pérégrination vers l'Ouest et tout ça. Les Chinois ils connaissent ça par cœur et comme c'est fait pour eux, on ne prend pas le temps d'expliquer qui est quoi. Et bon, après, on finit par arriver à suivre. Mais au départ, c'est quand même des productions qui s'adressent à des gens qui connaissent déjà ces personnages, qui sont habitués à ce genre d'intrigue. Mais oui, c'est vrai, moi, je pense que vraiment l'âme de tout ça réside dans le fait qu'on arrive à s'attacher via toute une série de techniques, et vraiment je parle de techniques, hein, qui donnent de l'âme, du sentiment à ces personnages. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'on s'y attache. Mais tu vois, quand tu parles de figures, de gestes, enfin, plutôt de figures inexpressives, moi, ça me renvoie à un certain cinéma américain des années 80 et un peu 90, avec des figures tutélaires très importantes comme, Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, qui avaient cette particularité d'être des figures peut-être assez inexpressives, mais après, elles disaient aussi des choses politiquement de ce cinéma-là. Moi, je vois aussi de ça et là où je veux en venir, c'est que, est-ce que selon toi, politiquement, il y a quelque chose aussi, dans le choix, de Chris Wong de mettre en avant, d'utiliser cette mise en scène par le biais du jeu marionnettiste? Euh, alors, il y a quelque chose de très politique là-dedans, c'est que on est quand même à Taïwan. On a Ouais, le géant ouais, chinois qui est juste à côté. ouais, ouais. On émule son cinéma. Alors attention, le cinéma taïwanais, taïwanais, excusez-moi, on a les Joseph Koh, on a une grande tradition. Il y a King Hu qui est parti faire des films là-bas. Il y a une grande tradition de cinéma, hein, mais quand même, on est quand même. Alors en 2000, en plus, il y a déjà eu la rétrocession, donc Hong Kong est quasiment à ce moment-là, c'est devenu la Chine, hein, on va dire. Et on a ce petit Taïwan qui veut faire son trou là-dedans, mais sans perdre son identité.
Et finalement, aujourd'hui, utiliser le Budaichi, qui est un art spécifiquement taïwanais, même s'il est né en Chine, comme je l'ai dit, c'est aussi un geste politique. C'est un geste politique de dire nous aussi on sait faire du wuxiapian, nous aussi on sait faire des films de sabre, nous aussi on va vous faire, on va vous procurer des sensations, que ce soit pour dans les combats, dans les intrigues, comme tu as dit, on va vous faire aimer des personnages, mais nous on va le faire à notre façon taïwanaise, qui est, on va dire l'étendard de notre culture. Donc juste ça, le geste est politique quand on connaît les tensions aujourd'hui. Et d'ailleurs, en parlant de tension, voilà, par exemple, le film est sorti juste après la crise du Covid, celui de 2022, hein, Le deuxième, Demigod, le deuxième. et on a des marionnettistes de Pili qui ont commencé à dire, à critiquer, il a fait un flop total, ce film, et qui ont commencé à critiquer la gestion chinoise du Covid, et donc ça a fait qu'on débrouille pas possible. Il y a plein de collaborateurs de Chine, d'entreprises qui bossent avec Pili, qui se sont mis à les boycotter. Enfin, ils sont toujours sur le fil du rasoir, hein. Donc de toute façon, faire du cinéma dans cette partie du monde, c'est politique, tout le temps. Ouais. Il y a de Alors, cela, je ne sais pas si effectivement. je répondais vraiment à ta question. Non, tu réponds parfaitement à la question. J'avais quand même omis de dire que dans ce très très beau coffret que je montre de nouveau, édité par chez Spectrum, il y a aussi un livret très important où il y a pas mal d'interviews avec donc le réalisateur, le producteur, voix de tous les personnages, donc la présentation des personnages, l'interview du chef opérateur, l'interview de Wong Jia-chong, et je suis vraiment désolé si j'écorche le nom, sur les effets spéciaux, de Tsang Meng-yu sur les effets spéciaux aussi, du styliste des marionnettes, du directeur artistique et des marionnettistes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et je tiens aussi à préciser que la direction artistique, c'est Patricia Van, et le directeur de collection Antoine Guérin. Et là, par exemple, quand je vois le styliste des marionnettes, moi, ça m'intéresse aussi d'avoir ton avis là-dessus. C'est-à-dire que comment voilà, ça finit parce que si on n'a pas vu le film, quand on découvre le film, c'est vraiment un élément de mise en scène très fort, hein. Le rapport au style, la direction artistique, voilà. La direction était vraiment un élément de mise en scène. C'est pour ça que je posais la question de manière très politique, parce que Mmh. je trouve que ça va encore il y a quelque chose de discret, une espèce de, tu sais, comme, on dit toujours, la face cachée de l'iceberg. Mais si on s'intéresse un petit peu à la face cachée de l'iceberg de ce film, on trouve que c'est un geste extrêmement politique, ne serait-ce que dans le mouvement, dans le rapport à la direction artistique, et finalement, c'est un film qui est encore plus puissant qu'on peut l'imaginer. Mmh. Je parle du premier, hein, je parle du premier, Ouais, bien évidemment. ouais, je plus vois ce que tu dis. Je ne savais pas quoi rajouter là tout de suite. Mais moi, ça m'intéresserait de savoir un peu, là, pour le coup, je connais pas comment le film a été reçu, que cela soit à Taïwan, mais aussi et surtout, dans Alors d'autres pays. Comment il a été reçu, ce pays? alors, Pardon, le ce film? alors à Taïwan, il a été très bien reçu. C'est le premier film, il a été battu par Tigre et Dragon après, mais c'est le premier film Ah oui. à atteindre les 100 millions de dollars taïwanais au box-office. Heu, donc il a rapporté, ce qui est très, très bien pour un film taïwanais, hem, aux environs de 150 millions de dollars en tout, mais il en a coûté 300. Donc déjà ça c'est un problème. Mais Ouais. il a quand même battu des records, et c'est le premier film en septembre 2001, il est sorti, hein, en Chine. C'est le premier film à avoir eu un visa, pour la Chine continentale. Le premier film taïwanais à sortir, en Chine continentale, pas Hong Kong, Alors, voilà. Mais je pense qu'il faudrait que tu contextualises parce que peut-être certaines et certains ne sont pas, peut-être comprendront pas l'importance de ce que tu dis. Mais alors ce serait ouais, je t'en alors prie. la Chine, continentale, donc je parle du régime de Pékin, hein, qui est tenu par le Parti communiste chinois depuis Mao Tse-tung et la révolution culturelle, a repris aux Britanniques, enfin les Britanniques se sont entendus avec les les les, les les Chinois pour rendre Hong Kong à la Chine en 1997. Donc en 1997, Hong Kong, qui était sous mandat britannique, rentre dans le giron chinois, ce qui n'est pas sans poser de problème, ce qui a causé la fuite de nombreux cinéastes vers les États-Unis. Je pense à John Woo, je Ouais. pense à Ringo Lam. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de se dire, On va on va prendre, plus avoir, qui avaient très peur, qui se sont dit qu'on disait, on va plus avoir le droit de rien faire. Les choses
il y a des problèmes et les choses sont pas passées exactement comme ils l'ont pensé, même s'il y a de gros problèmes de censure, ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, hein. Et il y a Taïwan, qui a toujours connu une très vivace industrie cinématographique, où on pouvait prendre le temps de faire des films d'ailleurs. Par exemple, King Wu est parti de Hong Kong pour travailler et a quitté la Shaw Brothers pour travailler à Taïwan parce qu'on lui laissait le temps de faire les films. Alors qu'à Hong Kong, il fallait aller vite, 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 vite. C'est pour ça que ces films sont d'ailleurs, les films taïwanais de King Wu sont toujours aussi beaux. On a eu un gros cinéma d'exploitation, je pense notamment à Joseph Koh, à des gens comme ça, de très bonne tenue. Enfin voilà, il y a une tradition cinématographique très vivace à Taïwan, il y a du drame social, enfin il y a tout ça. Mais c'est une petite île aujourd'hui, alors pour remettre dans le contexte, hein, sur laquelle la Chine réclame dont la Chine réclame la propriété. Pour la Chine continentale, Taïwan fait partie de la Chine. Sauf que officiellement et aux yeux du monde entier, Taïwan est indépendant. Donc, d'où les frictions, d'où les tensions, et d'où le fait qu'on marche avec des pincettes chaque fois qu'on fait quelque chose à Taïwan envers la Chine. Alors, il y a eu des gestes, hein, puisque je vous dis en septembre 2001, donc à peine un an après que le film soit sorti à Taïwan, il est sorti en Chine. En 2010, on a eu une coproduction, la coproduction d'une série qui s'appelait Butterfly Lovers, une série Pili, donc qui est sortie en Chine pour le marché chinois. Il y a des choses qui se font, mais les choses sont toujours très compliquées. Il suffit que quelqu'un dise un mot qu'il faut pas pour que tout soit remis en cause dès le départ. Voilà. Donc c'est dans cette situation politique très tendue, alors plus ou moins tendue selon les périodes, mais souvent très tendue entre Taïwan et la Chine, que doit louvoyer le studio pour pouvoir avoir accès au marché chinois, qui est quand même un marché énorme. Alors après, il a été reçu, il a été bien en France, on l'a pas eu. Donc il est sorti au Japon. D'ailleurs, les premières versions qu'on a eues en France, c'était des versions, comme je t'ai dit tout à l'heure, japonaises. Et il a fait son petit bruit. Il est peut-être passé à quelques festivals par-ci par-là, mais au départ de façon très confidentielle, encore plus confidentielle que Demigod. Ça a été un succès parce qu'il a battu des records, mais malheureusement le film ils avaient tellement mis de sous dedans. C'est un film qui a duré plus de 4 ans à préparer, hein. C'est un travail titanesque, hein. Ils sont pas rentrés dans leurs frais. Alors, et c'est pour ça qu'ils ont attendu après quelques années avant de refaire un long métrage. Il y a quelque chose alors il y a deux événements qui vont les faire encore plus aller plus loin dans ce que tu parlais, c'est-à-dire l'esthétique et le raffinement et la magnificence de ces marionnettes. C'est qu'en 2010, on va avoir un gros incendie alors ils ont des studios de 9000 m² énormes dans la ville de Huwei, c'est la ville natale, c'est la ville de la famille. Alors le siège social est à Taipei, mais c'est là qu'ils bossent toujours en famille. Donc ils ont leur studio Pili là-bas, c'est des choses qui fonctionnent depuis 80, donc avant même la naissance officielle du studio. Et il y a eu un grand incendie en 2010, ils ont perdu 80% de leur matériel. Donc ils ont dû tout refaire. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on a un espèce de gap esthétique et dans la façon de représenter les marionnettes, les costumes et tout ça entre le film de 2000 et le film de 2022. Entre-temps, on a eu, comme je vous ai dit, Thunderbolt Fantasy, avec des équipes aussi japonaises, qui a permis aussi de refaire plein de choses, d'amener du savoir-faire japonais. C'est des gens qui s'imprègnent d'un peu de tout, hein. Comme je vous ai dit au départ, le papa, il faisait des films un peu plus Shambara, plus Baby Cart, on va dire. Baby Cart, Kurosawa, c'était un peu plus lent et puis un peu très, très sanglant aussi. Donc voilà, c'était un peu ça les ambiances. Et puis on a eu les Chris Wang et son frère qui sont venus ramener la frénésie, la folie du cinéma hongkongais là-dedans. Donc c'est un cinéma qui s'imprègne de tout ce qui l'entoure. Les Japonais ne sont pas innocents, ils sont pas innocents, c'est très bien ce qu'ils ont fait, mais voilà, si aujourd'hui Pili ressemble à ça et qu'on voit l'évolution des marionnettes, bon, il y a eu l'incendie, il a fallu les refaire, mais comment elles sont refaites, on voit aussi qu'ils sont imprégnés un peu d'un savoir-faire japonais qui se voit à l'écran. J'ai une dernière question, mais avant cela, je rappelle donc,
il y a un coffret qui existe maintenant depuis un certain temps, vu que chez Microcine, on est toujours en retard, mais on parle des mais à un moment ou à un autre, on en parle. Oh, il est pas Il y a sorti il y a longtemps. C'était cet eh été. oui, oui, ça y est, c'est périmé maintenant, ça y est, on est dans un an. Il y a 3 disques. Legend of the Sacred Stone, le disque numéro 2, Demigod, The Legend Begins, et le disque numéro 3, 2 épisodes Thunderbolt avec comme bonus dans les studios Pili et interview de Chris Wang. Et je rappelle qu'il y a un livret vraiment passionnant, j'en ai parlé. Et bien évidemment, parmi les bonus, il y a aussi les présentations respectives de mon invité, Paul Gossem. Ajoutez à cela une conférence et démonstration NIF 2023 et bande-annonce pour ça, c'est pour Legend of the Sacred Stone. Et pour Demigod, il y a l'introduction au NIF 2023. Mais là où je voulais en venir, dernière question. Et dans le descriptif, bien évidemment, un lien, vous cliquez dessus, ça vous oriente vers le site de Spectrum Film, que je remercie pour la conception de cette émission, l'aide en tout cas apportée. Legend of the Sacred Stone, quand on lit le résumé, ça dit quoi? Défiguré, animé d'une haine implacable, le Seigneur Juan est à la recherche d'une pierre sacrée, capable d'accorder n'importe qu'elle veut. 3 nobles guerriers, dont le légendaire White Lotus, vont se retrouver impliqués dans le plan machiavélique de Jian. Parallèlement, des créatures au service de Mokui, elles aussi, à la recherche de cette pierre mystérieuse. En fait, ma question est très très simple. Le rapport à la mythologie, au mythe, est juste fondamental dans ce film, mais aussi dans les films qui peut-être ont encadré ça, c'est-à-dire le Shambhala, le Wuxia-Pian, tu citais Kurosawa, on est plein dedans. Ce rapport au mythe, ce serait peut-être intéressant de finir cette émission avec ça, qui est un rapport très important, je pense. Alors, ouais, alors le rapport au mythe, il est flagrant. Bah, de toute façon, il en reprend aussi pas mal de choses. De ces mythes chinois, bah, on est toujours à la recherche d'un artefact quelconque. Hein, quand c'est pas Exactement. une épée magique, c'est un Mm. parchemin qui nous donne des techniques pas possibles. Là, c'est une À la pierre sacrée. Excalibur, à la Voilà, ouais. Excalibur, à la Ah, c'est ça, Excalibur, c'est ça, voilà. voilà, hein. Donc on a ce truc constant et puis après c'est quelque chose qui est né dans ces mythes, le Buddhaichi lui-même. Alors, parce que dès le départ, avant même que ce soit des séries, avant même que ce soit des films, quand c'était juste des représentations théâtrales, c'est des choses qui reprenaient, bah, les grands mythes que tout le monde connaissait, donc qui s'inscrivaient totalement là-dedans, c'est-à-dire, bah, je sais pas, reprendre l'investiture des dieux, la pérégrination vers l'ouest, Mulan, tous les récits que le serpent, the White Snake et Green Snake, enfin voilà, tous ces mythes que tout le monde connaissait, tous ces mythes fondateurs. Alors en plus, nous, on voit ça vraiment d'un œil. Moi, je pourrais moins être, je suis un peu moins averti sur ce côté-là, mais c'est des choses qui sont vraiment ancrées culturellement dans les croyances de ce peuple. Tous ces, tous Ouais. ces, tous ces, tous ces, toutes ces histoires. Et donc, bah, quand Chris Wang veut faire, lui, ses propres productions, il veut inventer des choses. Il veut pas reprendre, mais il veut pas trahir. Donc finalement, il va s'inscrire là-dedans. Il en connaît tous les canevas de ces histoires-là, et donc il va. On a le Wuxiapian. Au départ, ça veut se dire film de chevalier errant. Je veux dire, où est-ce qu'on peut trouver autre chose que des chevaliers errants que dans ces productions-là? Je veux dire, là, on est vraiment dans les chevaliers errants, l'essence même du chevalier errant, quand on va sur Rangen et ses compagnons, c'est exactement ça. Et donc, avec ces recherches d'artefacts, il y a plein de choses aussi que nous, on voit pas, mais que si on regarde, alors là, je parle pas forcément de Pili, mais pour Pili, c'est la même chose. Si on voulait regarder avec quelqu'un qui est chinois, qui est culture chinoise, il va vous expliquer plein de trucs. Moi, il y a plein de films, eh ben, on les voit, et puis, ah bah ça, il dit ça parce que si, ah bah ça, là, tu vois, ce geste qu'il fait, c'est parce que nous, on pense que ça. Et en fait, c'est d'une richesse culturelle complètement folle, et donc, il s'inscrit complètement dans les mythes fondateurs de la culture locale, dans ses croyances. Parfois, nous, c'est vrai que dans notre inculture de toutes ces choses-là, on peut passer à côté. Moi, je sais que parfois, il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi, ils me disent, ah bah tu vois, là, il y a une référence à ça, il y a une référence à ça. Moi, je Mm. connais le cinéma, je suis moins pas féru de toutes les croyances qui les accompagnent, mais c'est des films qui s'inscrivent totalement là-dedans. Donc, c'est vraiment... euh, euh, alors, le mythe en lui-même, c'est qu'en plus, ces personnages sont des mythes. Alors, on voit sur Rangen, on comprend peut-être pas exactement qui c'est tout de suite, mais enfin, je veux dire, c'est un personnage mythique,
confucéen, Ouais. qui a une espèce de rapport avec le divin particulier. C'est le chevalier et l'âme chevaleresque par excellence. Enfin voilà, tout ça participe du mythe. Donc c'est des films qui s'inscrivent complètement là-dedans. En tout cas, je tiens à préciser une chose, c'est que, je l'ai dit dès le début de l'émission, je l'ai même dit hors caméra à mon invité, je suis, totalement profane et parce que profane, je trouve que c'est magnifique et fondamental. Donc j'invite vraiment celles et ceux qui ne connaissent pas comme moi et c'est très très honteux. On essaie quand on est cinéphile d'essayer d'être sensible un peu à tout, mais on s'aperçoit que Heureusement qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, sinon ce serait triste. mais je t'assure que mais franchement, je suis très content, en fait. Ouais, bah C'est ouais. voilà et tu sais, il y a quand même un petit truc au fond de soi qui dit: «Ah quand même, tu es con, tu aurais pu Ah, quand moi, même, voilà». c'est une phrase que je dis souvent. Quelqu'un, je parle d'un film, ce film-là, même des films parfois connus, je l'ai jamais vu. Ah, t'as jamais vu ça? Qu'est-ce que j'aimerais être à ta place. Ah mais moi, ça m'arrive tout le temps, moi. Redécouvrir ces C'est trucs. voilà et en plus de cela, quand j'ai la possibilité, parce qu'il faut quand même que j'insiste sur une chose, je sais que tu vas pas être content, mais je le dis quand même, c'est que tu aurais pu ne pas être là, mais tu as accepté dès le début d'être là. Ça a pris du temps, par ma faute, mais voilà, je voulais quand même, saluer et remercier aussi, ta disposition à transmettre les choses. Donc merci beaucoup à toi, Paul Bah, et c'est je moi qui te rappelle remercie. mais je t'en prie, je rappelle donc, il y a un coffret, il y a 3 disques, on en a beaucoup parlé, édité chez Spectrum Film. Je vous invite vraiment, si, ça ne s'est pas encore fait, produit, à découvrir ces 3 films. Enfin, en tout cas, ce film-là, les 2 films plus, les 2 épisodes Thunderbolt, c'était une vraie curiosité et Paul était venu pour nous en parler parce que aussi, il a participé à cette transmission via des textes de présentation importants. Merci à toi, Paul. Et je rappelle aussi, et encore et toujours, qu'il est co-auteur avec, il a fait pas mal de choses, il est co-auteur avec Guillaume Lopez de ce livre Au couteau no Ken. On en a parlé il y a plus d'1 an, je crois, sur Microciné, édité chez Feur d'édition, L'héritier de l'Apocalypse. Vous avez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Merci beaucoup, Paul. Et puis, 3 points de suspension, tu reviens quand tu veux. Eh ben, avec plaisir, et c'est moi qui te remercie, ça a été un plaisir. Et puis, bah, je salue tous ceux qui verront cette vidéo quand ils la verront. Voilà. Très bonne soirée à toi. Générique, c'est Merci parti. beaucoup. Up arrive in the canyon. That's where I long to be with my 3 good companions. Just my right.